intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Shakira, mon frère! Ça fait pas 4 minutes! Soyons honnêtes! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Parlons Foot. Et ce midi, ce matin, bien entendu, donc c'est un podcast, vous l'écoutez quand vous voulez. Thomas à l'animation, vous en avez l'habitude. Et on a deux copains ce lundi soir. On a le copain habituel du lundi soir, du lundi matin, du mardi matin, du mercredi soir, comme vous voulez, j'arrête pas de le dire, bien entendu. On a Cédric. Salut Cédric. Salut Thomas, salut Aurélien, salut à tous. Et donc, on a Aurélien qui remplace Simon, puisque Simon n'a pas pu venir, et oui, on va devoir le tuer, c'est malheureux, mais on a Aurélien pour ce Parlons Foot. Salut Aurélien. Salut Thomas, salut Cédric, et salut tout le monde. Et le Parlons Foot épisode 6 est très très chargé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le retour de la Ligue 1. Donc on va en parler. On aura aussi un petit chapitre sur le football européen, principalement la Première Ligue et la Liga espagnole. On aura le quiz, mais on va commencer tout de suite par une toute nouvelle rubrique. Et oui, c'est pour Aurélien, c'est son baptême du feu, c'est sa rubrique à lui. Et donc il va la faire, il va s'amuser. C'est la rubrique sur le foot féminin. Et il me semble, Aurélien, si je ne me trompe pas, que tu vas te concentrer aujourd'hui sur les qualifications pour la Coupe du Monde féminine qui ont eu lieu cette semaine. Oui, le week-end dernier, nous avons eu 6 qualifiés sur le continent européen, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse qui était déjà qualifiée depuis un moment, la Norvège, l'Angleterre et la France grâce à sa victoire 2-0 en Finlande. Et le match retour, il est mercredi à 18h, ce sera à Calais et c'est retransmis sur la chaîne D17 et on connaîtra un autre qualifié, soit la Suède, soit l'Écosse qui vont se disputer la première place et ce sera en Suède à Göteborg. Voilà. Göteborg pour le dernier de la zone euro, si j'ai bien compris, pour cette Coupe du Monde à l'heure actuelle. Je crois qu'il y en aura d'autres après, mais plus tard. Il y en aura. D'accord, il y en aura. Sur les semaines suivantes, ça se tient. C'est comme pour la zone euro au mondial masculin, ça se tient. On va passer maintenant au football masculin et au foot français. Et oui, effectivement. Donc la rubrique d'Aurélien, bien entendu, vous la retrouverez chaque semaine où il y a de l'actu. Donc ce sera pas forcément tous les lundis ou tous les samedis, mais ce sera chaque semaine où il y a de l'actu. Bien entendu, Aurélien viendra nous parler du football féminin. On va parler maintenant du football français. Et on avait dit en début de saison qu'on ferait un premier bilan après 5 journées de football. Et ben ça y est, on les a eu nos 5 journées. On va rappeler rapidement le classement. Donc Lille qui est premier avec 11 points, Marseille, Bordeaux et Saint-Etienne qui sont 2e, 3e et 4e respectivement avec 10 points, le Paris Saint-Germain qui est 5e avec 9 points, Montpellier qui est 6e, la bonne surprise avec 9 points, et puis on va dans le bas du classement, on voit l'Olympique Lyonnais par exemple qui est 13e avec 6 petits points. Et puis, dans le bas, c'est un peu plus flippant avec Reims, Monaco, tous les deux à 4 points qui sont 18e et 19e. Et surtout, Evian qui est bon dernier avec un tout petit point et déjà une très belle différence de but puisqu'ils ont une différence de but déjà négative de 10. Ils ont déjà moins 10 de différence de but, c'est quand même pas mal. Les amis, on va s'arrêter sur le premier match sur lequel on va s'arrêter. Et oui, la logique est là. Et oui, Captain Logique est là. Donc on s'arrête sur le premier match sur lequel on s'arrête. Et ce sera le Stade Rennais face au Paris Saint-Germain, un match nul sous toutes ses formes. Effectivement, match vraiment nul. On rappelle bien entendu le score, un but partout avec l'ouverture du score de Zoumana Camara juste avant la mi-temps et l'égalisation de Rennes. Alors certains disent Paul George Ntep. Pour la Ligue, c'est Maxwell contre son camp. Donc on va prendre le côté de la Ligue, on va prendre le parti de la Ligue et on va dire que c'est Maxwell. Et donc ma question générale pour ce débat, pour orienter le débat, c'est est-ce que avec ce match nul plus les autres matchs qu'on a eu en début de saison, est-ce qu'on voit les limites du système de Laurent Blanc? Parce qu'effectivement, on a l'impression que le système de Laurent Blanc, il ne bouge pas une seconde. Et on va parler avec Cédric à propos de ça. Et je vais te poser la première question, Cédric, par rapport à ce match-là. Est-ce que pour toi, les camarades d'Ibrahimovic ont vraiment été mauvais sur ce match ou ils sont juste plus concentrés déjà sur la Champions League et sur le déplacement à la l'Ajax d'Amsterdam?
Je vais pas te dire un petit peu des deux, mais c'est un peu le cas. Forcément, ils ont la tête à la Ligue des Champions. Ça reste la compétition principale du Paris Saint-Germain, puisque apparemment, d'après tout le monde, le championnat est déjà joué. Peut-être que dans la tête des joueurs aussi. Mais je pense que les difficultés sur ce match-là, c'est pas tant dans l'état d'esprit qu'au niveau du plan de jeu de Laurent Blanc. Alors peut-être qu'un jour le PSG sera au top et pourra écraser ses adversaires en jouant à la baballe, mais aujourd'hui on voit très bien que ce n'est pas le cas, sauf si tu as un joueur comme Ibrahimovic qui peut te débloquer la rencontre. Quoique on a vu déjà sur ce match-là que malgré un avantage au score de 1-0, le PSG a réussi à se faire égaliser. Pour moi, ça montre surtout les lacunes tactique du Paris Saint-Germain cette saison, puisque le Stade Rennais n'a pas joué différemment qu'Evian ou que d'autres équipes dans l'avenir. Je veux dire, on bétonne et on espère choper le point du match nul. C'est exactement ce qui s'est passé. Comme tu disais, le match a été nul sur tous les plans. C'est pas intéressant à regarder. Laurent Blanc le déplore, Sirigu aussi, enfin les Parisiens d'une manière générale. Certes, c'est peut-être regrettable. Les équipes en face. Voilà, essaye de bétonner, mais on le sait. À un moment donné, il faut aussi essayer au moins de chercher des solutions au lieu de chialer chaque semaine aussi. Et on voit que Laurent Blanc ne cherche pas, donc encore moins ne trouve pas. Se faire rentrer Cabaye à la place de Pastore, faire rentrer Lavezzi à la place de Lucas ou Matuidi à la place de Mota, tu changes pas grand-chose au niveau du jeu du PSG. Il y a une idée de jeu du côté de Laurent Blanc. Quand ça marche pas, bah ça se voit. C'est inefficace et c'est moche. Et malheureusement, bah on l'a vu en fin de saison dernière et c'est en train de se répéter en ce début de saison. Quand le PSG va monter en puissance, ça va moins se voir, mais je pense que si Laurent Blanc ne trouve pas une autre formule, les joueurs risquent de se lasser aussi. Effectivement, on aura remarqué qu'encore une fois, et ça va être prochaine question sur ce sujet-là, que Laurent Blanc a été plus spectateur qu'acteur pour ce match-là, du point de vue tactique, contrairement à Montagnier. Aurélien, justement, Montagnier, qui, comme je le disais, contrairement à Blanc, fait des changements tactiques, avec l'entrée par exemple de Paul-Georges Ntep, qui amène le but, et l'entrée de Konradsen, par exemple. Pour toi, par rapport à Montagnier et au Stade Rennais, est-ce que dans ta vision des choses et dans ton idée, Montagnier peut-il être l'homme providentiel, on va dire, au renouveau du Stade Rennais? Déjà, faire mieux que Frédéric Antonetti, je pense pas que ça sera compliqué, même si pendant ce match, comme l'a dit Blanc en zone d'interview, en regrettant que Montagnier ait fermé le jeu, mais comme l'a très bien dit Cédric, pardon, toutes les équipes elles vont que dans le championnat de France vont faire ça pour minimum glaner un point ou bien la victoire. C'est quand même le troisième échec de Blanc après le match nul contre Reims, le 0-0 à Evian. Là, le match nul à Rennes, ça fait quand même 6 points perdus, et je pense que Montagnier y est pour beaucoup par rapport à sa tactique, même s'il ferme le jeu, etc. Mais c'est ce qu'on verra de la part de toutes les équipes cette saison face au PSG, du moins dans le championnat de France. Effectivement, on le rappelle, hein, le Stade Rennais qui est actuellement 7e du classement avec 8 points. Donc c'est quand même un bon départ hein, pour cette équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Cédric, je voulais parler avec toi de Laurent Blanc. Tu l'as dit, pour toi il y a toujours des problèmes tactiques et on a l'impression vraiment qu'il n'y a aucune vision tactique sur le bord du Paris Saint-Germain. Il y a un plan A et un plan A.
Puisqu'on le voit surtout, alors je vais te couper la chic là-dessus, mais on le voit beaucoup au niveau des changements sur ce match-là. Il a fait que du poste pour poste. Il a sorti Lucas pour mettre Lavezzi, il a sorti Mota pour mettre Matuidi, et il a sorti Pastore pour blinder en mettant Cabaye. Alors pour toi, je connais un petit peu ton avis, mais j'aimerais que tu l'exposes un peu. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour que ça aille mieux? Est-ce qu'il faut carrément, pourquoi pas, changer d'entraîneur pour que ça aille mieux du côté du Paris Saint-Germain? Ou est-ce qu'on s'affole un peu et que, comme tu le dis, pour le moment, ils sont quand même en rodage, on attend qu'ils soient vraiment en pleine forme, et là, ça ira déjà mieux, même s'il y a qu'un seul plan tactique? Changer d'entraîneur, ce serait aller aller un peu loin. Je veux dire, la saison ne fait que démarrer. Par contre, mettre la pression à Laurent Blanc, comme le Paris Saint-Germain avait mis la pression à Carlo Ancelotti avant qu'il se décide enfin de changer de système et que ça aille mieux. Moi, je dis pourquoi pas. Alors si après Laurent Blanc fait sa chouineuse comme Ancelotti, bah tant pis et au revoir. Mais à l'instar d'Ancelotti, si on continue comme ça au Paris Saint-Germain, j'ai bien peur que ça stagne et voir que ça régresse au niveau des peut-être des résultats. On verra en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, je pense que son schéma de jeu fonctionnera parce qu'en face, ça jouera au football. Mais oui, faut tenter autre chose. Chez Laurent Blanc, un changement tactique en cours de match, ça se résume juste à mettre un joueur à la place d'un autre avec un profil un peu différent. Ça peut être Pastore Matuidi, mais c'est au même poste. Ça peut être Cabaye pour apporter son jeu long, mais ça sera toujours au même poste. Donc il a vraiment son 4-3-3 en tête, avec Cavani sur un côté notamment, qui ne le met pas du tout en valeur. Il a encore été nul contre le Stade Rennais. Si Et qui est Laurent bien Blanc, joué quand même, Cavani, hein, parce qu'il pourrait se plaindre un peu violemment. de toute façon, mais tout le monde maintenant parce qu'avant Cavani se plaignait, mais on se disait oui bon il plante quand même quelques buts. Le Paris Saint-Germain jouait, enfin voilà c'était un Paris Saint-Germain en transition par rapport au jeu d'Ancelotti, donc il y avait une métamorphose. Donc à l'époque les gens étaient plus cléments. Cette saison tout le monde réclame un Cavani dans l'axe et un changement dans le jeu du PSG, d'être moins passif, être moins une équipe de handball. Et ça passe par des actions de Laurent Blanc. Et ces actions-là, on les voit pas. Donc je pense qu'il va se prendre peut-être un petit coup de pression. Faut voir ce qui se passe aussi en Ligue des Champions. Et puis comme il a des potes journalistes, je pense qu'au bout d'un moment, il risque peut-être de les écouter et enfin de changer le schéma. Il y a différentes solutions enfin différents trucs à tenter, qui cherchent au moins. Parce que vu l'effectif du PSG, tu peux quand même tenter quelque chose sans prendre trop de risques. Je veux dire, même en jouant avec une équipe déséquilibrée, tu peux t'en sortir aussi avec le PSG, mais tu peux voir s'il y a des choses qui sont intéressantes dans tel schéma, moins dans d'autres. Voilà, c'est aussi ça un coach. Tu vas pas rencontrer tout le temps les mêmes équipes non plus. Et on voit que l'an dernier, son plus gros échec en Ligue des Champions, c'est d'avoir mis la même compo, donc le même schéma de jeu contre Chelsea, et sa tactique c'était on laisse le ballon. Donc on sent qu'il est limité au niveau des choix. Va falloir que Gasset en tout cas révise un peu les tactiques et schémas de jeu pour que le PSG aille mieux en championnat en tout cas. Effectivement. Alors Cédric, petite question avant de passer au match suivant qui sera Evian-Tonon Gaillard, l'Olympique de Marseille. Tout bêtement, hein, Cédric, question toute bête, est-ce que le PSG peut passer à côté du titre de Ligue 1 cette saison? Bah comme chaque année, j'ai envie de te dire que oui. Quoi qu'en disent les observateurs, les entraîneurs, les présidents, comme quoi le titre est déjà donné. Si le titre est déjà donné, moi je serais pour. Hein. Genre qu'il le donne tout de suite, au moins ça m'inquiéterait un peu moins. Ce serait un peu moins drôle, mais oui, le PSG peut perdre le titre pour une raison simple. Les équipes contre le PSG vont blinder. Le PSG a 4 compétitions à jouer, dont une qui est un peu plus alléchante que la Ligue 1, c'est la Ligue des Champions. Donc tu peux permettre à une équipe entre guillemets surprise d'en profiter. Si Montpellier finit champion devant le PSG avec autant de points, c'est parce que les équipes n'attendaient pas Montpellier. La saison d'après était plus difficile pour Montpellier. Les équipes
sont prévenus contre le PSG, ils vont défendre à bloc, ils vont se donner à fond parce que c'est diffusé sur Canal+. Voilà, c'est un autre contexte. Une équipe surprise pourrait très bien en profiter. Maintenant, si le PSG fait plus de 80 points, ce qui est probable, il y a peu de chances qu'une équipe les batte. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Imaginons, je sais pas, un Olympique de Marseille qui pourrait tenir à distance sans coupe européenne, pourrait profiter d'une saison cauchemardesque du PSG. Alors effectivement, tu as parlé de l'Olympique de Marseille, on va passer à leur match. Le match face à l'Évian Tour de Gaillard, j'allais dire à Évian, mais non, c'est à Annecy. Et ouais, je sais quoi je me fais là. Et on va faire parler, non pas Aurélien, parce que oui, on a un consultant qui va, et un autre qui arrive, et celui qui arrive, eh bien c'est Joe. Salut Joe. Salut Thomas, salut Aurélien, salut Cédric et bonsoir à tout le monde. Effectivement, et donc on va en profiter pour au revoir à Aurélien qui a des engagements à respecter, des engagements auprès de son estomac. Donc on va lui laisser le re-remplir. Il faut bien qu'il vive quand même. On va pas non plus l'esclavager, ce serait un petit peu agressif. Donc on va donc passer à ce match Évian-Marseille. On va rappeler rapidement le match. Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille avec une ouverture du score extrêmement rapide d'André-Pierre Gignac, puisqu'au bout de 20 secondes, l'OM menait au score. Les abonnés à Canal+, même les non-abonnés d'ailleurs surtout, étaient heureux avant que ça passe au cryptage. 4e minute, John Mensah marque contre son camp pour l'Olympique de Marseille, ça fait donc 2-0 à la mi-temps. Arrive à la 63e minute où Florian Thauvin marque un but. Florian Thauvin va quand même faire un match relativement terne, il faut pas se cacher, on va en parler. Et Clark Nsikoulou qui réduit le score à la 90e plus 1. Donc ça fait pas 4 minutes, il faut être honnête. Et ouais, on reste honnête quand même sur Parlons Foot. Ma question générale pour ce débat, les amis, elle est toute bête. L'OM s'impose, sans franchement la manière, mais il s'impose. Est-ce que ça va être suffisant pour perturber le classement et donc bien entendu perturber les 3 premières places? Quand je dis perturber le classement et quand je parle de l'Olympique de Marseille. Joe, on va commencer direct avec toi avec la première question que je vais te poser. Elle est très bête. Les hommes de Bielsa gagnent encore une fois, ça fait 2 matchs consécutifs qu'ils gagnent. Est-ce qu'ils sont enfin définitivement lancés pour cette saison? Alors lancer, je sais pas, on peut presque dire lancer, c'est vrai, mais je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Maintenant, ça commence à enchaîner. Ce groupe a de la confiance et même si bon, j'ai pas forcément envie de m'attarder sur le match d'hier parce que très franchement, je pense que Evian Tonon était pas forcément une opposition très relevée quand même pour l'Olympique de Marseille. On peut le voir puisque ils ont quand même gagné 3-1 et franchement sans faire une grande prestation. Mais oui, l'Olympique de Marseille est déjà plus intéressant. Déjà, on les sent plus forts que l'année dernière, ce qu'on ne trouve pas trop du côté du PSG. On sent qu'il y a un collectif qui est plus fort. On sent des joueurs qui sont libérés. Payet, je pense que c'est l'exemple type. Maintenant, faut dire qu'ils sont lancés. Je pense qu'il y a encore quelques semaines, mais je pense très sincèrement que de toute façon, Bielsa va ramener l'OM à son statut, qui est de tout simplement être compétitif pour le titre de champion de France. Et j'espère qu'il y arrivera. Et moi, je pense, ils sont pas encore. Je suis pas sûr qu'ils soient à 100%. Mais hier, ils m'ont prouvé en tout cas qu'ils pouvaient gagner un match sans la manière, ce qui est très très important quand même dans un championnat de 38 journées, parce qu'on peut pas jouer tous les week-ends de façon flamboyante, mais l'essentiel c'est toujours de ramener les 3 points quand on veut être un candidat crédible au titre. Donc moi, je pense qu'ils sont pas à 100%, ils vont monter encore en puissance un peu. Et moi, je les vois très bien dans ce championnat, même si je fais quand même partie des petites personnes, comme j'ai entendu un peu avant, qui pensent quand même que le PSG sera champion. Mais je pense que cette année, ce sera pas, le PSG devra pas faire la lutte pour le titre avec Monaco, mais avec l'Olympique de Marseille, tout simplement. Donc Joe est très optimiste pour l'Olympique de Marseille et espérons que tu aies raison, hein, ce sera plus intéressant quand même d'avoir un duel PSG-Marseille pour le titre. Ça fait quand même plus longtemps qu'on n'a pas eu ça. C'est vrai que j'ai une question qui toi t'a plu. Et oui, parce que alors je vais pas vous mentir, chers auditeurs, le drame je l'envoie à mes consultants. Et donc c'est vrai qu'à lu cette question, il a pouffé de rire, promis qu'il se moquerait de moi à l'antenne. Donc on va le faire, je vais te poser la question telle quelle, Cédric, et je te laisserai répondre comme tu as envie. La question est toute bête, Evian perd encore, est-ce qu'on peut déjà les déclarer comme des relégués?
C'est tellement bien présenté. Non, mais je vais être gentil avec toi pour une fois. Il reste 33 journées. Est-ce que Evian va galérer? J'aime beaucoup pour une fois. Est-ce que Evian va galérer et jouer sa survie toute la saison? Probablement. Maintenant, il reste encore pas mal de journées. C'est dur à dire dès la 5e journée. Après, faut pas oublier non plus le Sochaux l'an dernier, qui avait fait une première partie de saison catastrophique et au final tout le monde y croyait pour le maintien. Donc voilà, c'est Evian va en chier, ça clairement. Maintenant, comme on dit à chaque émission, il y a tellement d'équipes qui pourraient descendre. Faut voir. Après, c'est clairement pas l'équipe qui me plaît le plus. Et ce qui est gênant, c'est l'envie qu'elle montre dans certains matchs, notamment contre le PSG. Bah, si cette équipe-là en montrait autant à chaque match, bah, il prendrait pas une pilule contre le Stade Rennais ou arriverait à inquiéter un peu plus l'OM, parce que l'OM n'a pas très bien joué, mais ils ont été devant pendant toute la rencontre. Voilà, Evian va galérer, jouer le maintien sûrement toute la saison. Effectivement. Alors, pour revenir à ce que tu disais par rapport au nombre d'équipes, il y a Roland Courbis il y a pas longtemps qui a déclaré, je suis rarement d'accord avec lui, mais là sur le coup je suis tombé d'accord avec lui, où il disait que le Paris Saint-Germain sera champion, il y aura 5 équipes qui vont se battre pour les places, et dans le reste il y aura 2 qui vont se battre pour le maintien, et je suis relativement d'accord avec lui, ça indique quand même la santé du foot français et de notre championnat. Et ça, hein, on n'a pas à se plaindre, on a quand même un très beau football. Joe, je vais te poser une question. Alors, tu nous as parlé de Dimitri Payet tout à l'heure en parlant des joueurs qui revenaient bien en forme sous la tutelle de Bielsa. Il y en a un aussi qui est plutôt pas mal en ce début de saison, qui a marqué 4 buts, qui s'appelle André-Pierre Gignac, qui a marqué le premier but, qui a ouvert le score face à Evian. André-Pierre Gignac revient en grande forme. Je vais te poser la question, Joe, elle est un peu présomptueuse, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il peut viser à une Coupe de France avec cette forme-là? Je dirais que de par ses performances sportives, pourquoi pas, mais on voit quand même bien dans la tête de Didier Deschamps que voilà, ces 2 attaquants, il les a déjà en tête, quoi. Je pense que Olivier Giroud et Karim Benzema, quel que Oui, soit justement, l'ordre. Olivier Giroud, il est blessé pour 3 mois. Ah oui, oui, mais après, ah non, si, ça dépend de quoi. Si tu parles sur le long terme ou sur le court terme. Si tu parles des matchs qui vont arriver pour l'équipe de France, bien Parlons sûr, il peut d'abord sur avoir le une court place. terme. Ah oui, oui, sur le court terme, il peut avoir une place parce que je trouve que ces matchs dernièrement sont assez aboutis. Il marque ce qui est le plus important pour un attaquant tout simplement. Et voilà, je pense qu'il peut vraiment prétendre à une place en équipe de France. Maintenant, bon, il y a quand même, c'est un secteur quand même où on se rend pas compte, mais on a quand même pas mal de joueurs offensivement. Hein. Je vois, il y a Loïc Rémy, il y a Olivier Giroud qui est blessé, il y a Benzema, voilà, il y a pas mal de joueurs. Donc c'est sûr qu'il peut postuler vraiment parce qu'il a des arguments pour. Il fait un bon début de saison. Je pense qu'il va faire une belle saison parce que il va dans une équipe qui joue tout simplement au foot. Voilà, ça, surtout sur les matchs à domicile, ça devrait être de très bons matchs pour lui puisqu'il va avoir des bons ballons. L'équipe va bien jouer au foot maintenant. Pour postuler pour une place en bleu, pourquoi pas sur le court terme. Mais je pense qu'une fois Olivier Giroud rétabli, voilà, je vois pas vraiment Deschamps bousculer l'équipe qu'il a un peu en tête, l'équipe qui a fait, on va dire pour la plupart le mondial. Je vois pas comment il pourrait bousculer son ordre, quoi. Donc Joe, lui, part dans l'idée, pourquoi pas pour les matchs de préparation. Moi, je t'ajouterais un axe de réflexion qui dit pourquoi pas, et si jamais il fait des bonnes performances, pourquoi pas intégrer carrément le groupe France. C'est vrai que tu voulais répondre parce que toi, il y a 2 mots-clés qui t'ont fait tilter. C'est Gignac et équipe de France. Donc, je te laisse développer sur ce que tu voulais dire. Non mais Gignac peut postuler éventuellement à une place en cas d'hécatombe, mais ce qu'il faut pas non plus occulter, c'est que Benzema il est inamovible. Lui, c'est clair qu'il sera là et titulaire. Giroud, l'avantage c'est son profil.
Bon là il est blessé, mais il sera pas blessé pendant 3 ans. Loïc Rémy, il a pour lui sa polyvalence, comme Lacazette. Fais gaffe, on disait avec Yoann Gourcuff quand il arrivait à Lyon, hein. On va dire, il n'est pas blessé pendant 3 ans. Eh ben, fais gaffe. Non mais après t'as Rémy et Lacazette qui sont polyvalents et c'est peut-être aussi ce qui plaît à Deschamps, faut pas oublier. Un petit coucou à Abou Diaby au passage. Je te laisse continuer. Faut pas oublier que dans la tête de Deschamps, pour l'instant, Lacazette est le quatrième attaquant. Lacazette qui ne fait pas des mauvaises perfs non plus avec l'Olympique lyonnais. Après, si on parle des surprises, pourquoi pas Menez, qui a brillé en Serie A. Donc Gignac peut éventuellement postuler, mais ça va être très compliqué à long terme, surtout que voilà, je pense que Deschamps va préférer des joueurs un peu plus polyvalents derrière les deux installés au poste. Effectivement, pourquoi il y a cette question, hein, pourquoi pas, ça peut toujours arriver, mais c'est vrai, je suis relativement d'accord avec vous les gars, il y a quand même peu de chance, hein. On peut essayer, mais bon, l'espoir n'amène pas forcément à grand chose. On va passer à une dernière question, et je vais te l'adresser à toi Cédric, bien entendu Joe, si tu as un avis tu pourras le donner. La question elle est simple, c'est que la défense de l'OM est revenue à 4 à cause des suspensions, hein, la suspension de Mendy, donc il est revenu à 4 avec JJJ à droite, Morel à gauche, et la paire Nkoulou Fanny, l'ancien lofter qui revient dans cette défense, donc une défense à 4 pour Bielsa. Est-ce que tu penses qu'elle va rester comme ça, ou tu penses que dès que Mendy va revenir, donc pour le week-end prochain, ils vont repartir une défense à 3/à 5 selon comment on voit l'organisation? Je pense que Bielsa, contrairement à Laurent Blanc précédemment cité, change son dispositif selon les blessures et aussi selon l'adversaire. Je pense qu'on va retrouver la défense à 5 ou la défense à 3 comme tu dis selon l'adversaire. Voilà, je pense qu'il va alterner les deux. Tout dépend de ce qu'il veut mettre en place contre telle équipe. Voilà, je pense que c'est il n'a pas mis forcément une défense à 4 par défaut. Je pense qu'il réfléchit, il teste, et c'est un coach qui va s'adapter sûrement aux forces de l'adversaire ou à leurs faiblesses. Il teste, et pour l'instant, c'est pas non plus complètement mauvais, puisque bah voilà, il teste et il gagne. Bon, ils en prennent un, mais ils gagnent quand même. Joe, ton avis rapide sur la situation, est-ce que tu penses que ça va rester tel quel? T'es comme Cédric en disant, il teste, mais il va très certainement quand même revenir à son schéma de base. Je pense qu'il va revenir à son schéma de base quand même pour garder 3 centraux parce que bon, il a pas forcément les meilleurs défenseurs, pas forcément les meilleurs défenseurs qu'il a entraîné. Donc encore une fois, quand on regarde le troisième but d'Evian, Evian qui était quand même relativement faible hier, a quand même mis un but qui montre un petit peu les carences défensives de l'OM. Donc je pense quand même que cette année il va quand même pas mal tâtonner. Et puis s'il peut recruter un joueur ou deux à quelques au mercato d'hiver ou d'été prochain, il le fera parce que je pense que vraiment le point faible de cet OM, c'est sa défense et il faut absolument revoir certains joueurs. S'ils aspirent à autre chose que la quatrième ou la cinquième place en tout cas. S'ils aspirent à autre chose que la 4e ou la 5e, on va donc conclure ce débat sur l'Olympique Marseille avec cette phrase-là, très bonne phrase, parce que, eh bien, l'OM vise quand même le podium, hein, il vise la Ligue des Champions, c'est quand même l'Olympique Marseille. On va passer à un match Guingamp contre Bordeaux. Match intéressant, pourquoi? Parce que c'est la première défaite des Girondins de Bordeaux, effectivement, la victoire de Guingamp, 2-1, avec le 2-0 à la mi-temps quand même, hein. Diallo à la 26e, Mandal sur penalty à la 34e, et c'est Diabaté, qui réduit la marque à la 83e minute. La question générale du débat, elle est simple. Est-ce que la situation des Girondins de Bordeaux, et surtout le feu qu'il y avait autour, la hype qu'il y avait autour de Willy Sagnol, est-ce qu'au final c'était pas juste un petit flirt d'été, un petit amour d'été comme ça qui va durer un mois et demi, et puis au final c'est rien parce qu'on rentre, il y a la rentrée des classes, donc on retourne à l'école et on retrouve nos anciennes copines. On verra bien. Mais la première question que je vais vous poser, elle est à toi Cédric, la première question. Guingamp qui s'impose avec un beau match, un vrai beau match à regarder d'ailleurs. Est-ce que tu les vois se maintenir? Je sais, ça fait que 5 journées, très bien, mais est-ce que tu les vois se maintenir? Honnêtement, j'en sais rien.
Comme tu disais tout à l'heure, et tu citais Courbis, il y a pas mal d'équipes qui ont joué le maintien, et Guingamp en fait partie. On peut pas dire que Guingamp se soit grandement renforcé, ils ont perdu Gatabaré. Maintenant, avec la stabilité, ils peuvent faire une saison plus que correcte. Honnêtement, je peux pas te dire. Cette équipe m'a laissé une impression assez moyenne lors du Trophée des Champions et lors du début de saison. Là, ça s'impose contre Bordeaux qui faisait plutôt un bon début de saison. On va Voilà, rappeler que grâce à leur victoire, sortie de la zone rouge, hein. Ils sont 16e avec 6 points. c'est que la 5e journée, il en reste 33. C'est difficile de détacher des équipes pour le maintien tellement il y a de candidats. Le jour où il y en aura un déjà qui aura 5-6 points de retard sur le premier non relégable, ça sentira assez mauvais pour lui. Et tu veux pas me dire que j'avais raison avec Evian du coup, parce que les deux ils ont 1 point, ils ont 4 points de retard sur le premier non relégable qui est Metz. Mais là non, je suis un idiot. Ouais, franchement. J'ai dit 5-6. Bon, tu veux pas être tatillon aussi, non? Non mais franchement. Oh là là, il est osé ce mec. Non mais faut avoir aussi les confrontations. Le problème aussi de poser ce genre de questions dès la 5e journée, On avait dit on fait un premier bilan après 5 journées. Oui, On non fait mais un premier bilan. on peut faire des premiers bilans, mais de faire des pronostics comme ça sur qui va descendre, ça me paraît très compliqué puisqu'il faudra voir les confrontations directes entre ces équipes-là. Evian, par exemple, qui est tout au fond, a joué déjà le PSG et Marseille. Certes à domicile, mais ils ont déjà joué ces deux clubs-là, qui sont pour moi les deux favoris. Enfin, Paris Saint-Germain ultra favori pour le titre, il devrait le remporter quand même assez nettement. Mais Marseille est pour moi l'outsider numéro 1 pour être deuxième. Donc ils ont potentiellement rencontré les deux meilleures équipes de Ligue 1 en 5 journées. On peut expliquer aussi ça. Pour moi, la vraie claque, c'est le match contre le Stade Rennais, parce que se faire taper par le Stade Rennais, c'est quand même très dur. C'est que la 5e journée, dont 2 matchs contre 2 potentiels candidats au podium. Ah là là, il a vraiment dent contre le Stade Rennais, hein, Cédric, hein, quand même. Ça se comprend un peu. Hein. Joe, on va passer pardon, petit rototo. Joe, on va passer à la deuxième question que je voulais poser. Et c'est sur Tchèque Devaté, parce qu'effectivement, il est déjà à 4 buts. Déjà 4 buts, quand on connaît Tchèque Devaté, c'est quand même énorme. Sera-t-il meilleur buteur de Ligue 1? Sera-t-il meilleur buteur de Ligue 1? Non, quand même pas. Mais c'est dans ce style-là. Alors, Joe, tu poses pas des questions comme ça. Joe, si, c'est la question que je voulais te poser. Joe, pour toi, est-ce que Diabaté peut être le buteur surprise de cette saison de Ligue 1? Et va-t-il se maintenir? Alors, simplement, je pense que Tchèque Diabaté, il faut qu'il aille sur eurosport.com, il prenne des buteurs, parce que je pense pas que ce soit toute la saison comme ça. Après, voilà, la dernière, il fait quand même une belle saison avec 16 buts, mais je vois pas un Zlatan marquer moins de buts que Tchèque Diabaté dans sa carrière. Ce serait quand même très très drôle. Ce serait quand même quelque chose, quoi, pour un garçon comme Zlatan. Amputation de la jambe. J'ai fait une saison à moins de buts que Tchèque Diabaté. Donc non, moi je pense qu'il va faire une belle saison. Hein. Début de saison de Bordeaux, c'était bon. On va pas dire qu'on s'est enflammé, mais je pense que il y a beaucoup de renouveau, il y a beaucoup de choses qui font que je pense que Bordeaux va faire une bonne saison. Je dis pas qu'on va être dans le top 3 ou dans le 5, mais je pense que on va déjà faire une saison où on va moins s'ennuyer au stade et c'est déjà un point de prix. Maintenant, Tchèque Diabaté, bon, je le vois bien marquer ses pourquoi pas ces 16-18 buts, on va dire à peu près, ce qui est quand même une belle saison pour un joueur comme lui. Hein. Franchement, c'est 16-18 buts. Il y a quelques saisons en Ligue 1, un Kevin Gamero mettait 15 buts, on parlait d'une très belle saison. Donc voilà, je le vois pas être le buteur surprise qui va se mettre entre Zlatan et Gignac par exemple, mais je le vois plus comme voilà, un de ces buteurs qui va marquer des buts de temps à autre et qui va faire une belle saison, mais pas. Je pense qu'il y a quand même un ou deux univers entre lui et Zlatan. Bon bah d'accord, tu le vois quand même être
je suis désolé, mais voir marquer 18 buts, pour moi, c'est une surprise. Hein. Je sais pas toi, mais moi, c'est une surprise. La question, je voulais poser à Cédric. Et oui, je voulais te poser une question. Toujours aussi con, hein, les questions, mais c'est normal, hein, c'est Parlons Foot, hein, c'est comme ça. C'est des questions cons, mais des développements intelligents. Parce que, sinon, si on fait des questions plus intelligentes que les développements, je vois pas l'intérêt d'écouter l'émission. Donc, c'est fait exprès que les questions soient un peu débiles, un peu rasoir. Et Cédric, la question, pour toi, elle est toute bête. Est-ce que la dynamique des Géants de Bordeaux a été stoppée par cette défaite? C'est toujours pour moi les bonnes questions comme ça. J'y peux rien, je les ai notées comme ça, elles sont toutes impaires, mais t'es le premier à répondre, c'est pas de ma faute. Plus ça tombe bien, parce que la semaine prochaine, ça doit être Bordeaux-Evian. Stopper, oui et non. Ça reste quand même un bilan comptable assez honorable. Maintenant, oui, ça va stopper un petit peu la hype. Bordeaux va jouer le titre, ce qui était assez drôle en début de saison. Parce que dès qu'une équipe chaque début de saison, dès qu'une équipe enchaîne 2-3 victoires d'affilée, va-t-elle jouer le La titre? première journée, tu sais. Pour mieux que devant le Paris Saint-Germain, la première journée, boum, ça joue le titre. Ouais, non, mais c'est limite ça. Bordeaux, leur objectif, c'est de retrouver l'Europe. Un petit couac à Guingamp, bon, pour l'instant, c'est pas trop inquiétant si ça rebondit à domicile contre Evian, qui n'est pas la meilleure équipe de Ligue 1. Voilà, si ça rebondit contre Evian, ça sera considéré comme une petite erreur de parcours. Si Bordeaux en plus a toujours l'autorisation de jouer avec leurs mains dans leur surface, écoute, ils vont rebondir assez rapidement. Donc pour toi, quand même, il peut quand même y avoir un doute, si j'ai bien compris, si jamais il s'incline face à Evian. Ah, Ce serait quand même une très grosse surprise. Hein. Si tu perds, enfin même un seul point contre Evian, prendre un point contre Guingamp et Evian, oui, ça montrerait un petit ralentissement, parce que Bordeaux n'a pas de Coupe d'Europe à jouer, donc ils ont le temps de préparer leur match. Ça serait un petit coup d'arrêt, mais après, comme je dis, c'est rien d'inquiétant, mais je pense qu'ils vont se relancer contre Evian, club apprécié par Diabaté depuis la finale de la Coupe de France. Les clubs apprécient que par Diabaté, hein, parce que même les supporters d'Evian n'aiment pas Evian. Puis on parlait de Diabaté, juste un truc. Ils sont pas très fans du propre. Oui. Il a marqué 15 buts lors de ses 29 dernières apparitions en Ligue 1, donc ça reste quand même un score assez honorable. Un but tous les deux matchs. Ah oui, non, mais c'est un buteur. C'est un buteur, c'est assez clair, mais je le vois quand même pas titiller la barre des 20 buts. Voilà. Ouais, voilà. mais 15 buts déjà cette saison, rien qu'en Ligue 1, ce serait déjà une bonne chose. Ce serait déjà une très bonne chose, effectivement. Dernière question, avant de passer au dernier match auquel on va s'intéresser, c'est Lyon-Monaco. Et oui, on est au-dessus de Lille pour décider, enfin parce que j'ai décidé. Je suis trop pourri pour en parler, donc on n'en parle pas, c'est part, tant pis pour vous, supporters lillois. Vous avez qu'à avoir un entraîneur. Voilà, c'est comme ça. Joe, dernière question sur les Girondins de Bordeaux. Les Bordelais qui sont à 3e, hein, on le rappelle. Ils sont 3e avec 10 points, donc à égalité de Marseille, mais c'est la différence de but, puisque Marseille a marqué plus de buts, donc ils sont devant les Bordelais. La question elle est toute bête, elle est très très bête pour toi. Est-ce que tu les vois capables de garder cette place jusqu'à la fin de la saison? Alors, je suis bordelais, hein, donc on pourra pas m'accuser. Ah oui, non mais il y a pas de problème. Non, je pense très sincèrement que Bordeaux va pas tenir à la 3e place, même si on n'a pas de Coupe d'Europe, tout ça. On a un bel effectif, mais on n'a pas un effectif taillé pour à la 3e place, tout simplement. On a un entraîneur qui apporte un souffle nouveau, qui apporte. Mais la 3e place, c'est l'Europa League. La 3e place, c'est l'Europa League, oui, en plus. Donc bon. Enfin, vu que n'importe quelle équipe de Ligue 1 ne passera pas les deux tours. Hein. C'est surtout ça. Pourquoi pas, Bordeaux? Je sais pas qui finira 3e cette année, c'est la 5e journée, on peut pas trop dire qui finira 3e, mais je vois pas Bordeaux finir 3e. Là où je nous vois, c'est un peu dans la continuité des années précédentes, à la 6e place peut-être, ou à la 5e, en venant titiller des petites équipes comme Saint-Étienne, tout ça, mais je ne vois pas finir à la 3e place, très sincèrement. Donc Joe ne voit pas Bordeaux, et tu les vois quand même faire une bonne saison dans l'ensemble. Oui, je pense qu'on va faire une bonne saison. Rien qu'au niveau de l'envie du jeu, déjà, on va faire une belle saison. Déjà, je pense à domicile, où on va voir le public. Le public va être derrière l'équipe, ce qui était
moyennement le cas l'année dernière quand même avec des matchs. Pff, je sais même pas, je sais même pas comment décrire ça. J'étais au Tu veux stade qu'on appelle un dormais. Lillois? Euh, Ah oui, mais Bordeaux c'était pas mal, je vous assure. C'était donc je pense que C'était les pareil, joueurs mais le résultat en moins. en plus non, je pense que les joueurs sont dans une nouvelle optique. Ils sont vraiment dans c'est une sorte de nouveau départ un Type peu pour 2000. Bordeaux, hein? Non, Pardon. continue. Ah non, non, je disais que les gens étaient enfin, c'était un nouveau départ pour Bordeaux, donc je nous vois dans cette lancée un peu, je sais pas, innocente, faire une belle saison maintenant. Voilà, je ne vois vraiment pas finir à la troisième place. Je pense Bah, pas qu'on ait l'objectif, c'est les le top joueurs 5. pour. Donc voilà, l'objectif c'est le top 5. Si on C'est le finit, podium si de on finit 5, cinquième, effectivement. sixième, voilà, c'est là où je nous vois finir et je pense qu'on finira là, quoi. On finira dans le top 5. C'est un beau mot pour finir sur Bordeaux. On va passer au dernier match de Ligue 1 auquel on va s'intéresser en gros plan, hein, bien entendu. C'est Lyon-Monaco. Et pour ce dernier match, eh bien, on accueille un autre copain qui était là au début, qui est parti et qui est revenu parce qu'il avait envie de revenir. Et c'est Aurélien. Re-salut Aurélien. Resalut tout le monde. Et voilà, il avait envie de revenir. Donc, vous savez, chez nous, c'est porte ouverte. Hein. Vous avez envie de donner votre avis, eh bien, vous venez. Y Comme a les pas de défenseurs problème. du match. Comme les défenseurs du match, effectivement. Donc on va rappeler Lyon-Monaco, la victoire de l'Olympique lyonnais, 2-1, avec l'ouverture du score de Fekir à la 30e minute, l'égalisation de Lucas Ocampos et sa coiffure absolument magnifique à la 39e minute, et le but vainqueur de Corentin Tolisso à la 73e minute. Et oui, vous ne rêvez pas, Tolisso, Fekir, et c'est l'Olympique lyonnais. Voilà, c'est la magie du centre de formation. Et le débat va se concentrer sur Monaco, qui s'incline encore une fois. C'est la troisième fois ou deuxième fois, je ne sais plus, et qui est relégable 19e avec 4 petits points. Est-ce qu'il risque une saison complètement blanche, mes amis? Et comme Aurélien vient de revenir, on va lui poser la toute première question à notre ami Aurélien. Leonardo j'arrive pas. Il n'y arrive pas avec Monaco. La question pour toi, est-ce que c'est un problème d'adaptation ou juste de coaching? Est-ce qu'il est juste mauvais? Pour le moment, sa méthode ne fonctionne pas, donc après, je sais plus. Je sais plus où il était. Je crois que c'était Porto. Il était au Sporting. À Sporting. Il était au Sporting et il avait un taux de réussite assez impressionnant. Comme quoi, on peut Ça devait être réussir. un truc genre 29, genre 30, 35 matchs, 29 victoires, quelque chose dans ce genre-là. Donc ça devait être pas mal. Mes adversaires au Portugal, hormis Benfica, le FC Porto, notamment, t'as plus personne derrière après. Alors qu'en France, il y a déjà tu as plus d'équipes et elles ont un niveau assez homogène, donc après la méthode qu'il avait au Sporting ne marche pas pour le moment. Il, il a aussi perdu Falcao un- au mercato d'été, donc après on se retrouve avec Berbatov. C'est c'est pas aussi bien que Falcao, mais et le souci c'est que c'est que les joueurs là ils ne semblent pas adhérer au projet Jardim, donc ça va vraiment être une saison dure pour pour eux, et surtout il faut quand même noter un énorme match du gardien lyonnais qui sort quand même sur une dans la dernière minute sur un corner une tête pardon de Valère Germain qui Sur une carte. non j'ai dit une tête, non? Bon. Oui, tu t'es repris, mais t'as dit une tarte au début. Mais c'est pas grave. Donc une tête de Valère Germain. Et qui aurait pu arracher le match nul, donc et après on verra bien s'il fait comme Van Gaal à Manchester, on verra, mais pour le moment
sa méthode ne marche pas. Soit il n'arrive pas à se faire comprendre auprès des joueurs, soit c'est joueurs qui n'ont pas envie d'adhérer au projet de jeu. Et pour le moment, c'est vraiment un flop du côté de Monaco. Ça en fait déjà plusieurs. Avec ce qu'on nous a dit que ça allait être le deuxième club français, là il prouve que la saison dernière c'était un coup de chance, parce que là franchement ce qui monte c'est vraiment médiocre, et va falloir faire attention de pas se faire surprendre encore. Alors, Aurélien est quand même assez alarmiste sur le cas Monaco. Les amis, c'est vrai qu'il y a quand même des questions à se poser. Mais je vais d'abord poser une question à Cédric, question sur l'Olympique Lyonnais. Bien entendu, Cédric, si tu veux donner une petite réaction sur la question que j'ai posée ou sur la réponse d'Aurélien, tu peux, bien entendu. Mais les questions que je vais te poser, c'est par rapport à l'Olympique Lyonnais, puisque l'Olympique Lyonnais s'impose et l'Olympique Lyonnais surtout ne joue pas l'Europe. Pour toi, est-ce que ça peut être des outsiders pour le podium, voire même plus haut? De toute façon, Lyon sera toujours un outsider, hein. Quels que soient les noms dans l'effectif, ce club a quand même eu une certaine culture de la gagne depuis des années. Ils sont toujours plus ou moins là dans les derniers matchs. Ils finissent toujours à une place qualificative pour la Coupe d'Europe. Parce que cette saison, on dit première fois que Lyon n'est pas européen, mais Lyon a joué des barrages. Donc oui, Lyon sera toujours outsider pour moi tant que ça alignera pas une voire deux saisons à des places non qualificatives. Comme Bordeaux était aussi un outsider régulier pour pour la qualification aux compétitions européennes ces dernières saisons, même si c'était rarement la Ligue des Champions, sauf sous l'ère Laurent Blanc. Donc oui, Lyon reste un outsider pour les 5 premières places. Maintenant pour le titre, je pense pas, effectif un peu limité. Enfin quand je dis pour le titre, c'est pour la deuxième place, hein. Je veux dire, c'est l'équipe qui qui poussera un peu le PSG à remporter beaucoup de points pour être champion. Ça sera un peu difficile. Maintenant, pour la troisième, quatrième ou cinquième place, pourquoi pas? On voit que Saint-Étienne a toujours eu aussi un peu de mal à finir ses saisons. Lyon sans Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe qui leur a fait du mal physiquement, même si mentalement ça leur a fait beaucoup de bien la saison dernière. Faut voir pour Lyon, mais je pense qu'ils peuvent finir ouais, quatrième ou cinquième. Enfin, je pense que c'est un objectif pas irréalisable pour les Lyonnais. Maintenant, il y a un déplacement la semaine prochaine qui va faire que certains vont encore changer d'avis sur l'Olympique Lyonnais, mais le déplacement au Parc des Princes peut être aussi très difficile parce que voilà, si ça n'arrache pas un point là-bas, on va dire que Lyon fait un début de saison médiocre. C'est la magie des débuts de saison. Maintenant, Lyon, même si au niveau de l'effectif c'est pas exceptionnel, comme on a dit dans des précédentes émissions, les effectifs de Ligue 1 ne sont pas exceptionnels quand tu regardes au cas par cas. Voilà, il y a vraiment le PSG qui sort au-dessus du lot, Monaco sur le papier, mais bon, ils sont en train quand même de morfler à pas mal de niveaux, que ça soit extra sportif ou sur le terrain. Et voilà, Marseille, mais on disait que Bordeaux était un concurrent pour le top 5. Sur le papier, Lyon n'est pas inférieur à Bordeaux, donc Lyon sera aussi l'un des outsiders que décrivait Courbis dans la citation que tu as faite tout à l'heure. Alors, tu nous as parlé de difficultés de Monaco, et c'est vrai, on le voit au niveau du projet, hein, je veux dire, quand on regarde les joueurs qui étaient présentés comme le nouveau phare du projet monégasque, on avait Rames, qui est parti au Real, on avait Falcao, qui est parti à Manchester, et il nous reste donc... il est con, Cédric. Et il nous reste aujourd'hui à Monaco
Moutinho. Et Joe, je voulais te poser une question parce que Moutinho, encore une fois, a fait un très mauvais match face à Lyon. Tout bêtement, est-ce que c'est un si bon joueur que ça? Est-ce que c'est un problème de placement? Est-ce que c'est un problème d'atmosphère? Est-ce qu'il s'entend pas avec le coach? Est-ce qu'il s'entend pas avec ses coéquipiers? Ou est-ce que c'est juste que c'est un joueur au final moyen, Moutinho? Non, je pense vraiment pas que ce soit un joueur moyen. Maintenant, je pense que Moutinho, comme la plupart des joueurs, comprennent pas vraiment ce qui se passe à Monaco. Je pense qu'ils avaient un entraîneur qui, tout simplement, comme a dit Aurélien, ils adhéraient aux idées de l'entraîneur. Tout se passait très bien avec Claudio Ranieri. Et puis tout d'un coup, ils apprennent qu'on le vire alors que tout se passe très bien. Ils finissent deuxième du championnat. Ils se qualifient pour la Ligue des Champions. Et l'année d'avant, en plus, ils font une montée en Ligue 1. Ce qui est assez impressionnant, hein, on ne le souligne pas. Moi, je pense pas que ce soit un coup de chance. Je pense que les joueurs, tout simplement, se posent des questions sur pourquoi ils ont signé à Monaco. Je pense qu'on leur a tous vendu un peu un beau projet comme second de L1, tout ça, ou même concurrent du PSG. Et je pense que l'année dernière, pas que, mais je pense que l'année dernière, de ce qu'ils ont vu, ils se sont dit, voilà, on nous a pas menti, tout ça. Et moi, la première chose qui m'a un peu fait comprendre que le projet de Monaco, ça partait un peu n'importe comment, c'est l'éviction de Claudio Ranieri alors qu'il faisait du très bon travail. Donc je pense que les joueurs aujourd'hui se posent des questions, ils sont plus totalement concentrés sur le sportif, mais aussi sur l'extra-sportif. Je pense que quand tu es un joueur aussi et que tu vois que tes deux meilleurs joueurs s'en vont, ben, je pense que tu commences toi aussi à chercher où aller, quoi. Je prends tout simplement un bête exemple, celui de Southampton, avec Morgan Schneiderlin, qui, quand il a vu ses meilleurs joueurs partir, il a voulu partir lui aussi. Bon, par contre, il continue à bien jouer, mais je pense que Moutinho, tout simplement, je pense qu'il est un peu perdu dans sa tête, il sait plus trop où il en est à propos de Monaco. Je serais vraiment pas surpris de le voir partir dès la saison prochaine ou au prochain mercato, parce que je pense tout simplement que voilà, je pense pas que ce soit un mauvais joueur. Je pense qu'il a le niveau pour jouer dans une bonne équipe. Et s'il a des opportunités, je pense qu'il s'en ira parce que le projet de Monaco est tout simplement en train de foncer dans le mur. Ce que je trouve dommage parce que vraiment, l'année dernière, j'avais quand même vu de belles choses. Et il y a des joueurs pour lesquels j'ai une certaine sympathie dans cet effectif. Mais je pense que voilà, il y a des joueurs comme Moutinho, tout simplement, qui aujourd'hui n'ont pas leur niveau respectif. Pas forcément à cause d'eux-mêmes, mais plutôt parce qu'ils se posent des questions sur ce qui se passe dans leur club, ce qui est normal quand même quand on voit ce qui se passe dans ce club-là. Donc Moutinho... Donc pour toi, c'est plus un ras-le-bol qu'un vrai problème de niveau, en fait. Ah oui, oui, moi je pense que son souci, lui, il est extra-sportif, il est pas sportif. Mourinho, je sais pas s'il y en a qui ont suivi ce que ça donnait à Porto. Moutinho. Moutinho, pardon. Moutinho, c'est... Sur les Monégasques, ils ont suivi ce que ça donnait, Mourinho à Porto. Ah oui, aussi, mais je pense que c'est un joueur, c'est un très bon joueur. Juste un petit peu à leur dépens, pas beaucoup, mais juste un petit peu. Ouais. Peut-être que Moutinho, c'est pas tout simplement sans le dénigrer, un grand joueur, c'est un bon joueur, voire un très bon joueur que tu peux mettre dans une très bonne équipe, mais c'est peut-être pas non plus le joueur qui va porter l'équipe sur ses épaules. Donc forcément, on le voit, on dit à Monaco, il est décevant, mais l'équipe, d'une manière générale, est décevante. Mais c'est le genre de joueur que tu peux mettre dans une très bonne équipe et il fera jamais tâche. Tu le mets, je vais pas dire au Paris Saint-Germain puisque en ce moment c'est pas non plus fabuleux, mais voilà, au Paris Saint-Germain ce serait pas un boulet. Tu le mettrais dans des bonnes équipes européennes, il ferait pas tâche. Là c'est juste que il peut pas tout faire et c'est pas le joueur qui va tout faire, c'est un peu, enfin moi je pense que c'est plutôt un joueur de l'ombre. C'est le joueur qui va être bon toute l'année, pas forcément excellent, mais il sera rarement nul. C'est une valeur sûre, mais il va pas porter l'équipe sur ses épaules. Lui aussi un joueur. Hein, au contraire de Dorasso, qui était lui aussi un joueur de l'ombre, qui était mauvais l'année, mais on le voyait pas non plus, quoi. Le pauvre. Je suis d'accord avec Cédric sur tout ce qu'il a dit. Je pense que c'est exactement ça. Fallait bien que je la passe. Donc Moutinho est un bon joueur, c'est pas un joueur de classe mondiale, mais c'est un bon joueur et c'est un bon joueur pour faire un complément au milieu de terrain. Pourquoi pas? Et c'est vrai que je suis relativement d'accord avec ça. Aurélien, rapidement, dernière question avant qu'on passe au football étranger. Et ouais, le football étranger, alors ça va être rapide, hein, le football étranger, je vais pas vous mentir. Mais la dernière question que je voulais vous poser par rapport à ce match-là entre Lyon et Monaco, elle est toute bête. Tolisso, deuxième buteur vainqueur pour les Lyonnais, qui semble prendre de plus en plus d'envergure sur le terrain
comme en dehors du terrain, en termes par rapport à ses coéquipiers, en termes de relais de messages entre le coach et ses coéquipiers, en termes d'ordre, de manière de parler données sur le terrain. Ma question pour toi, Aurélien, est toute bête. Est-ce que pour toi, tu vois Tolisso être potentiellement le futur leader du 11 lyonnais? Pour moi, le futur leader du 11 lyonnais, c'est quand même Samuel Umtiti qui est présent depuis qui a intégré l'équipe première, je crois il y a 2 saisons avec quelques piges. La saison dernière, il a fait une assez bonne saison et là malgré sa boulette je crois lors du dernier match, il montre quand même que c'est un défenseur solide, il peut jouer dans l'axe comme à gauche et je le vois plus en leader que que Tolisso pour moi. Très bien, très bien. Donc toi, tu vois plus Umtiti. Et c'est vrai que Umtiti, c'est un peu à la Sacco, hein. C'est-à-dire que ça fait un peu le leader naturel d'une équipe et surtout d'une défense, bien entendu. Bien entendu. On va passer au football étranger, s'intéresser à 2 championnats étrangers. Les 2 plus intéressants, ou surtout les 2 plus médiatisés, la Première Ligue et la Liga espagnole. On va commencer par la Première Ligue, mes amis. Et Cédric, toi, je vais te poser une question sur un match qui a dû te plaire, que tu as dû regarder, qui a dû franchement te plaire, entre Arsenal et Manchester City, avec un bon match d'Arsenal, on rappelle, un match nul 2 buts partout. Ma question pour toi, Arsenal, pardon, pour toi Cédric, on rappelle qu'Arsenal a gagné la Cup la saison dernière. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux cette saison avec un très très beau roulement? Est-ce que tu les vois être enfin dans une saison pour laquelle ils vont gagner? Est-ce que pour toi c'est la bonne saison pour les Gunners? Gagner quoi? Si c'est la première ligue, non. Bon, d'accord. Non, mais ok, Arsenal chaque saison c'est aussi toujours un peu la même chose, une équipe qui joue bien, etc., etc. Mais à un moment donné dans la saison, ça s'essouffle aussi. Oui, il y a des bons joueurs. Alexis Sanchez, c'est une magnifique recrue. Je pense que là-dessus, Wenger ne s'est pas Serge trompé. Fabregas? Ah pardon, il est pas chez nous. Non mais le Alexis que j'appréciais de moins en moins au Barça. Par rapport à ce qu'il pouvait faire en Italie, même s'il a eu des bonnes périodes au Barça, mais c'est le fait que le jeu du Barça me gonflait aussi. Mais là on le retrouve, voilà, on trouve un Alexis Sanchez sur Ça lequel il doit y te a faire plaisir de regarder le PSG maintenant, parce que toi, t'es un ersatz du jeu du Barça, toi. ah, Ça ça, doit être génial pour toi. je m'éclate. Là, on voit un Alexis Sanchez qui a un autre statut et qui arrive à l'endosser pleinement. Il a fait un gros match. Ce qui me déçoit un peu, c'est Özil sur un côté. Contre City, il a été nul. Voilà. Après, Arsenal a une bonne équipe, mais pour le titre, t'as City qui est quand même devant, parce qu'Arsenal, c'est leur première victoire, je crois, une victoire et 3 nuls. T'as City qui a C'est même pas c'est un match nul, hein. C'est 2 buts partout. Match nul, match nul. Non, mais cette saison, ils sont à une victoire et 3 matchs nuls. Ah oui. Il me Oui, semble. oui, oui. C'est ça. T'as City qui est bon un petit point devant, mais City qui est quand même devant, et t'as pour moi l'équipe qui est taillée pour le titre cette saison en première ligue, c'est Chelsea, qui est déjà à 4 victoires en 4 matchs. Ouais, t'as quand même de la grosse concurrence en première ligue, donc malheureusement pour Arsenal, je pense que ça sera pas possible encore cette saison pour le titre de première ligue. Après, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais sur le papier, je les vois pas gagner. Après en coupe, oui. En Ligue des Champions, non. Voilà, c'est Arsenal, c'est mieux, mais ça reste encore un petit peu en deçà des grandes équipes. Moi, je suis pas fan de la défense, quel que soit le poste. C'est Quoi? pas Tu fais pas partie de ceux qui considèrent Koscielny comme l'un des meilleurs mondiaux? Ce qui est plus gênant, à la limite, c'est même pas Koscielny, c'est scandaleux. celui qui est avec lui. Moi, j'ai jamais été fan de Mertesacker. Après Koscielny, oui, je suis pas non plus un fan inconditionnel. Debuchy à droite, ça reste bon. À gauche, je sais même plus, c'est Montréal. Il y a Gibbs aussi. Ouais, ça reste bon, mais c'est pas exceptionnel. Le gardien, c'est bon, mais pas exceptionnel. Voilà, il y a quand même
je pense que c'est dans l'ensemble, on dit qu'Arsenal c'est une bonne équipe, il y a pas de problème, mais je sais pas, ça manque De d'un grands joueurs. voilà, d'un De grand grands joueur joueurs. à chaque ligne, tout simplement, c'est ça. Bah, Euh, exactement. c'est ok, t'as Alexis Sanchez devant, t'as Özil, mais Özil, on sait très bien que c'est pas lui qui va te porter l'équipe sur le dos. T'as des bons milieux de terrain, mais voilà, il te manque de grands joueurs. Donc oui, ils vont pouvoir gagner sûrement une coupe, enfin sûrement. Ils peuvent gagner une coupe. Maintenant, dans les deux compétitions principales que sont la Première Ligue et la Ligue des Champions, non, j'y crois pas. Il manque surtout un grand buteur à Ouais. Arsenal. Et il faut pas oublier que la saison dernière, ils ont fait une grande partie de la saison. Franchement, Manchester United, ils pourraient être cool et leur en prêter un, quand ils en ont trois Ils d'envergure leur ont vendu un, internationale, ils pourraient leur en passer un. ils leur ont vendu Welbeck. Hein. Non, mais Ils n'auront pas vendu le meilleur. Hein. je parle de ceux de dimension internationale. Hein, donc les Rooney, Van Persie ou Falcao. Ils en ont trois, ils auraient pu en passer un, en faisant des cadeaux. On va passer au deuxième match de Première Thomas Ligue, si ça te vous dérange. Oui. J'avais commencé un truc et je me suis fait couper. Pardon, et bien vas-y, fixe. Je disais qu'Arsenal, la saison dernière, ils ont passé une bonne partie de la saison en tête et tout le monde s'enflammait en disant qu'ils allaient être champions, etc., que ça allait être un titre depuis X années et sur la fin de saison, ils sont essoufflés et du coup, c'est Manchester City et Liverpool qui se sont joués à la première place. Donc, c'est comme le dit Cédric, c'est une bonne équipe, mais sur la durée, ils ont montré qu'ils avaient des limites. Ils ont montré qu'ils ont des limites. Ça y est, Demi, je peux passer à mon deuxième match de Première Ligue? Ouais, c'est bon. Donc on y va, deuxième match de Première Ligue, et c'est Manchester United face à QPR, les Mancuniens qui s'imposent enfin 4-0, avec un très beau match d'André Di Maria, puisqu'il est impliqué sur les 4 buts, un buteur sur le premier, passeur décisif sur les 3 suivants. Oui, QPR, avec effectivement. Et donc je vais te poser une question, toujours les simples, hein, les Mancuniens qui s'imposent enfin et assez tranquillement. Est-ce que ça y est, ils sont lancés? Alors, les Mancuniens, oui, je pense qu'ils sont lancés, par contre. Quand je vois, les recrues se sont déjà assez bien intégrés au système de Van Gaal, parce que bon, je pense qu'il les connaît très bien pour la plupart. Et moi, cette année, Manchester, je les vois très bien. En plus, Van Persie n'est pas encore à 100%. Quand il le sera, ce sera une équipe de très très haut niveau, que ce soit Van Persie, Rooney ou même Falcao. Pour le moment, les trois sont pas encore à 100%. Mais quand on voit les recrues de Manchester, cette année, on se dit Falcao qu'ils qui peuvent débute que sur le faire banc une belle d'ailleurs, saison. du côté de Manchester. Ah oui, oui. Mais même les deux mecs au milieu, que ce soit Blint et Ander Herrera, ça a très bien joué. Donc Manchester, cette saison, eux aussi, c'est un nouveau départ. Ils doivent reconquérir la place qui est la leur, tout simplement. Et je pense qu'ils ont signé. Pour moi, c'est la signature de l'été avec Suarez, c'est Di Maria, tout simplement. Je pense que ceux qui ont regardé le match hier, je sais pas s'il y a une occasion de Manchester United où il est pas impliqué, quoi. Par une accélération, par une ouverture, par une passe ou je ne sais quoi. Mais ce mec, il est, son atout principal, je crois, c'est la verticalité, quoi. Pour ceux qui aiment pas forcément le jeu du Barça, tout ça, pour les supporters du PSG, je pense qu'ils peuvent vraiment regretter de pas avoir signé ce joueur-là, parce que tout ce qu'il fait, c'est vraiment de l'avant. C'est de temps en temps, il y a du déchet, mais quand ça passe, ça donne toujours quelque chose de vraiment très dangereux. Donc, Mais fais je gaffe, pense fais que gaffe, fais gaffe, parce qu'il y a Cédric qui va se pendre là, donc fais doucement. ah, mais je suis Lui désolé rappelle pas pour qu'il lui, l'a mais manqué. mais Il a toujours la Di Maria, médecine. je pense que cette année, Di Maria cette année, je pense que c'est le joueur de Manchester United. Ce Tout sera simplement. le joueur de Manchester United, et je suis d'accord avec toi. Ah, pour moi, ce sera le joueur. Parce que il est dans une forme olympique et que, pour moi, même cette année, il mérite le ballon d'or. Pour moi. Je pense que sur l'année civile 2013, ça a été le meilleur. Maintenant, bon, peut-être on l'attribuera à quelqu'un d'autre, mais je pense que dans la Peut-être. période où il est Est-ce qu'on peut dire qu'on va actuellement, c'est le l'attribuer à meilleur. Thomas Müller? Enfin, moi, c'est mon Ah, rêve. mais, Hein, oui, mais, Non, mais Thomas ce sera un Müller a pas gagné Portugais la ou Ligue un des Champions. Argentin. Non, j'espère pas cette année, pas cette Ce sera année, pas cette Ronaldo année. Messi, quoi. Pas Merci, cette année, Cédric, hein. les mecs. Le Portugal était blessé la moitié de l'année et l'Argentin, il nous a fait
entre guillemets, hein, entre de très grands guillemets, la pire saison de ces 4 ou 5 dernières années. Donc, pas eux, s'il vous plaît, pas eux. Ouais, mais il a fait une Pas relative cette bonne année. Coupe du Monde. Et il est allé en finale. Ouais, mais en Ligue des Champions, on l'a pas vu, et en championnat, il a rien, enfin, Et il il a est rien gagné cette sponsorisé année. par Adidas, donc il a le trophée de meilleur homme du match. Le problème, Du c'est match qu'on de parle du Champions. Ballon d'Or. Ouais, mais ça marchera quand même. Bref. Et ben donc, Et c'est pour magnifique. revenir sur Manchester, par rapport aux contre-performances qu'ils ont fait en début de saison, là, Van Gaal, il avait carrément changé son système en passant dans un système plus classique avec 2 défenseurs centraux au lieu de 3, comme les premiers matchs qui n'ont pas été grandioses pour Manchester. Enfin, il passe en losange avec une défense à 4 officiellement en raison des blessés en défense centrale. Donc à suivre. Et, Oui, mais voilà, officiellement. excusez-moi les gars, excusez-moi juste, mais je pense que s'il veut faire jouer Falcao, Rooney et Van Persie, faudra qu'il passe en 3-5-2 en mettant Rooney en 10, Falcao, Van Persie devant et Di Maria sur un côté et quelqu'un d'autre sur l'autre. Mais s'il veut faire jouer les trois, je pense, ce qui est sa volonté, il va passer en 3-5-2 tout simplement avec son système préféré et des mecs sur les ailes qui ont un gros coffre. Je vois bien Valencia et Di Maria et puis pourquoi pas dans l'axe Blind, Herrera, Rooney et devant Falcao et Van Persie. Je vois bien un truc comme ça pour Van Gaal. Maintenant, bon, je sais pas. Et je pense que Di Maria, il est quand même meilleur dans l'axe, comme ça il peut distribuer le jeu, et etc. Alors que sur le côté, il pourra pas forcément le faire, donc à suivre. Ah, c'est incroyable, j'avais une transition faite entre l'argent dans le Ballon d'Or et le sujet suivant. Vous m'avez tout flingué, vous avez niqué ma transition, donc je vais vous la balancer dans la gueule ça. Aurélien, c'est la Liga, Barcelone Athletic, le Barça s'impose avec un donc argentin possible Ballon d'Or, double passeur qui s'appelle Lionel Messi. Est-ce que c'est le retour du Barça sur le devant de la scène? On verra bien. Il commence bien le championnat et après il faut voir ce que veut mettre en place Luis Enrique sur une durée, et si Messi en a fini avec ses problèmes personnels, il peut redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde, mais là j'en doute, vu la Coupe du Monde. Moi j'ai pas trouvé bon durant la Coupe du Monde, donc faudrait peut-être qu'il se remette au travail et qu'il ne reste pas sur son simple talent et ce qu'il sait faire, quoi. Donc oui, effectivement, pourquoi pas. On verra. Pardon, j'ai été perdu dans mes pensées, je suis désolé. Donc on verra selon le plan de jeu de Luis Enrique, je suis d'accord avec toi, et Lionel Messi selon le plan de jeu de Luis Enrique, qui peut peut-être revenir vraiment comme le meilleur joueur du monde, même si Joe milite pour que Di Maria soit appelé tel quel. Eh bien pourquoi pas, hein, Joe, on verra bien selon les performances de Manchester United en Ligue des Champions. J'étais sûr qu'on allait la sortir celle-là. J'étais sûr qu'on allait me la sortir celle-là. T'es obligé, mais hein. apparemment, mais vous savez, apparemment, le trophée est devenu un trophée individuel qui ne vise que les performances individuelles, donc pas forcément le fait qu'on joue dans tel ou tel champion, enfin, qu'on joue en Champions League. Donc, logiquement, même s'il fait de bonnes prestations en championnat d'Angleterre, ce sera compté comme tel, logiquement. Ça dépend Maintenant, s'il bon. y a une hype autour de lui, hein, c'est tout simple. Si on veut qu'un Ah. joueur soit Ballon d'Or, il suffit une belle cabale médiatique et c'est bon. Franck Ah, Ribéry ouais, te c'est ça. salue. Bref, on va passer au deuxième match de Ligue qui va nous intéresser. Et alors là, vous aurez remarqué que j'ai fait parler un type en particulier sur chacun des matchs. Et bien là, c'est un match important, c'est notre dernier match européen, donc on va tous en parler parce qu'il est important. Et c'est l'Atlético qui s'impose face au Real Madrid. L'Atlético qui s'est donc imposé de Merde. 8-1, il me semble, ou 1-0, je sais plus. Je suis désolé. Et donc le Real qui s'incline dans ce choc madrilène, ce véritable classico, comme on dit. Et Cédric, je vais te donner la parole, toi qui adores Carlo Ancelotti. Pour toi, est-ce qu'ils sont déjà éliminés, les madrilènes du Real, bien entendu, est-ce qu'ils sont déjà éliminés de la course au titre en Ligue? Il me semble Sachant que que statistiquement, ils le sont.
Voilà, c'est C'est pour ça que je pose statistiquement cette ils le question. sont. J'ai envie de dire que là, le Real, dès la troisième journée, n'a plus le droit à l'erreur. C'est quoi à dire, mais c'est la Liga, hein. C'est voilà, c'est même le Barça. On disait, est-ce que le Barça est de retour? Faut pas oublier que l'an dernier, le Barça fait une saison en termes de points assez exceptionnelle en Liga et joue le titre jusqu'à la dernière journée. Là, t'as encore trois concurrents pour le titre, donc le Real se met en position un peu difficile, surtout que enfin, je sais plus où se déroulait le match. À Bernabéu. À Calderon. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est à Bernabéu. C'est en lisant le programme, j'ai eu un doute. Donc voilà, tu perds à domicile contre un Oui, de désolé, tes j'ai ennemis mis jurés. Calderon parce que dans le programme, j'ai mis Atlético d'abord. Excusez-moi, je l'ai mis en ordre alphabétique et c'est pour ça, excusez-moi. Donc forcément, tu te tires une balle dans le pied parce que t'as deux équipes concurrentes qui, en termes de points, risquent encore de faire un score exceptionnel. Voilà, ils ont plus qu'à espérer des faux pas des deux autres clubs. Et voilà, contrairement à avant, ce n'est plus que le Barça, donc, et de les battre en confrontation directe, ce qui est toujours possible, mais le truc, c'est que cette défaite, elle est pas anodine. Tu perds la Supercoupe, tu perds contre une équipe moyenne de Liga, sans être, pour pas dire plus. Tu perds contre ton ennemi juré à domicile. On parlait de Di Maria tout à l'heure. Je pense que ce départ leur fait énormément de mal. En plus de la digestion. On a vu comme qu'avec Rames, c'est pas la même chose. Hein. Oui, bah quand t'as un mec comme Di Maria, le mec c'est sur le terrain c'est un chien. Je veux dire, si tu le laisses, il va courir partout, il va être C'est un décisif. ballon d'or en puissance. C'est Exact. si vous voulez, c'est quoi? C'est Matuidi avec la technique de je sais pas, avec la technique d'un Modric. Enfin voilà, c'est quand même lui qui est décisif sur la victoire en finale en Ligue des Champions la saison dernière. Mais c'est le joueur qui est discret, on n'en parle pas trop quand même. Voilà, je pense qu'il était essentiel dans ce dispositif du Real. Ils l'ont dégagé pour le petit transfert de Rames. Pour moi, c'est une grossière erreur, et je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. T'as une Coupe du Monde à digérer, notamment pour les Espagnols qui se sont fait un petit peu humilier. T'as une grosse saison en Ligue des Champions, la décima aussi à digérer, et tu fais partir des joueurs en forme. Je pense que c'est l'erreur, et c'est pour ça que le Real a un petit retard dans l'allumage, mais voilà, je m'en fais pas non plus pour eux, ça va repartir, mais je pense qu'ils sont moins forts que l'an dernier. Donc pour Cédric, le Real est moins fort que l'an dernier. Aurélien, à ton avis, est-ce que, puisqu'on l'a dit, hein, statistiquement, ils sont déjà éliminés dans la course au titre, est-ce que toi, tu es d'accord avec Cédric dans le sens où ils sont moins forts, même si leur recrutement flamboyant peut quand même donner des gros yeux à tout fan de foot, hein, quand même, parce que Kroos et Rames, c'est pas rien. Ou alors, est-ce que tu te dis que non, c'est juste une mauvaise façade, que ça va aller mieux? On rappelle que, quand même que Carlo Ancelotti a déclaré après le match que oui, il y avait des problèmes, surtout défensifs, et qu'il fallait changer des choses. Donc, à ton avis, Aurélien, est-ce que tu vois le repartir de plus belle, ou tu te dis comme Cédric que effectivement, eh bien, c'est petit peu, donc, il va être très très compliqué pour eux. Ou alors, pas envie de réagir sur ce match-là, eh bien ce n'est pas grave Aurélien, tu ne réagiras pas. Et à Joe, exactement la même question. Est-ce que tu es dans l'idée de Cédric, ou est-ce que tu te dis que c'est plutôt du retard à l'allumage qu'autre chose? C'est tout simplement du retard à l'allumage. Faut pas oublier que l'année dernière, je pense que le Real a commencé de la même façon le championnat. Cette année, Carlo Ancelotti a perdu deux joueurs très importants de son Ils n'ont système. pas été champions. Et oui, ils n'ont pas été champions, mais là où ils n'ont pas, pour moi, ils ont perdu le titre tout simplement dans les confrontations directes. Je pense que sur les deux confrontations contre le Barça et contre l'Atlético, ils prennent un point. Donc je pense que pour moi, c'est là où ils perdent le titre. Maintenant, il faut tout simplement que Carlo Ancelotti, comme l'an dernier, trouve son système et ça repartira. C'est pas
Moi, très franchement, il y a des équipes pour lesquelles je ne m'en fais pas et le Real en fait partie. Maintenant, la défaite contre l'Atlético, pour moi, comme a dit Cédric, elle est pas forcément anodine, mais bon, après, c'est vraiment, faut tout simplement que Carlo trouve son système parce que bon, Kroos, Modric, quand Khedira va revenir de blessure, je pense que c'est lui qui va occuper ce poste de récupérateur. Et voilà, je pense que Rames va peut-être pas cette saison en s'adaptant, mais il va finir par monter en puissance. Kroos aussi. Donc je m'en fais pas pour eux vraiment. Et moi, je voudrais titiller un peu un point sur lequel on n'ose pas trop parler. J'ai encore vu le match de Benzema hier. Et j'ai envie de dire, je sais pas si vous avez vu le match, mais il loupe des occasions. Ah non, on ne regarde absolument aucun match, on ne sait même pas de quoi on parle, on sait même pas que c'est du foot. Non, mais je sais pas, peut-être vous n'avez pas eu le temps de voir ce match, mais moi quand je regarde ce genre de match, quand je regarde le Classico l'année dernière, je trouve que Benzema coûte quand même des points au Real. Je pense qu'à un moment donné, Cristiano, je crois, lui donne un excellent ballon où il est tout seul, il doit conclure à ce moment-là, ça doit faire 2-1 pour le Real. Et il pousse son ballon trop loin. Et il a des occasions comme ça. Je me souviens encore du Classico, à un partout où Di Maria nous fait un rush pas possible, lui donne un ballon où il a plus qu'à la pousser, il la met au-dessus. Donc, moi, j'aimerais vraiment titiller un petit point voilà, je, je suis pas sûr que Benzema soit un attaquant vraiment de classe mondiale, comme on le dit tant que ça. Parce que, à regarder quand même les autres équipes, on regarde le PSG avec Zlatan, on regarde City avec Agüero, on regarde le Bayern avec Lewandowski, toutes ces équipes ont vraiment, même le Barça avec Suarez quand il va revenir. Et ce n'est que mon avis, mais je trouve que Benzema n'est peut-être pas à la hauteur de ces attaquants-là. Et voilà, tout simplement. Et je trouve qu'il coûte des points au Real. Il loupe pas mal d'occasions. Et voilà, c'était pour soulever ce petit point, parce que Carlo trouve qu'il n'a pas besoin de neuf. Eh bien, moi, je pense que dans cette équipe, il faudrait peut-être un mec un peu plus tueur. Un vrai mec de classe mondiale, tout simplement, comme toutes les grandes équipes en ont, devant. Et voilà, je pense que cette défaite, je la mets pas sur le dos de Karim, évidemment, enfin de Karim Benzema, mais voilà, je trouve que sur plusieurs gros matchs comme ça, il coûte pas mal de points. Aïe, poteau. Mon frère. Voilà, je trouve qu'il loupe des occasions à des moments clés du match, des occasions qu'un neuf de classe mondiale se doit de mettre au fond, tout simplement, pour je sais pas, pour son équipe, voilà, quoi. Aurélien, toi, ton avis, donc, puisque tu es revenu, Aurélien, et ça y est, tu as envie de donner ton avis, donc, est-ce que tu es plutôt sur la ligne Cédric et Joe, non, plutôt sur la ligne Cédric, c'est un peu terminé pour eux, ou plutôt sur la ligne Joe, c'est plus un retard à l'allumage, pardon. Je suis plus de l'avis de Cédric, mais le dernier point que vient de soulever Joe et je suis totalement d'accord avec lui. Benzema, il montre son incapacité d'attaquant. On l'a bien vu en équipe de France pendant plus de 1000 et quelques minutes où il a pas marqué de but. Là, il en est à 600 et quelques. Ça fait beaucoup et tout le monde dit que c'est le meilleur attaquant français. Ok, mais ça craint pour les autres Français et il y a un joueur aussi qui est parti et qui manque cruellement au Real, c'est Xavi Alonso Alonso Oui, pardon, Alonso qui est parti au Bayern Munich. qui est parti alors que il faisait un énorme travail défensif la saison dernière et là il manque cruellement au Real et je verrais plus et au Real je verrais plus une attaque avec Ronaldo en pointe, à droite Bale et à gauche Rames. Je pense que ça ferait plus d'étincelles qu'avec Benzema en pointe. Je qu'il allait dire Ramos. Qui malheureusement montre qui n'a pas le niveau d'un club de ce standing selon moi. Eh ben très bien, donc on a eu trois points différents abordés pour Cédric le titre. C'est presque
presque déjà manqué. Joe, c'est juste un retard à l'emballage, au démarrage. Enfin, qu'est-ce que je raconte à l'emballage? N'importe quoi. Et pour Aurélien, c'est un problème d'effet, puisque pour lui, le Real n'a pas le 9 qu'il mériterait d'avoir. Et ça, c'est une belle idée. Aurélien, peut-être que si tu gagnes le quiz, tu pourras nous le proposer en débat, puisque effectivement, ça y est, on y arrive, votre moment préféré, le quiz. On passe au quiz de Parlons Foot. Alors, règlement rapide, on va le rappeler, un quiz chronométré, 30 secondes par question, 7 questions qui vont chacune de 1 à 4 points, qui sont pas dans l'ordre, hein, donc la troisième question peut très bien valoir 4 points, on sait pas. Et attention, il est interdit de donner une réponse sans prononcer son nom d'abord, donc il faut être très très rapide. Quoique rassurez-vous, parce que j'ai fait un quiz assez corsé, il faut avoir une belle connaissance, surtout de la Ligue 1, pour pouvoir bien répondre. On va passer direct à la toute première question. Et la première question concerne André-Pierre Gignac. Enfin, pas tout à fait, puisqu'effectivement André-Pierre Gignac face à Evian a marqué un but au bout de 20 secondes seulement, ce qui est quand même extrêmement rapide, mais c'est pas le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, et j'aimerais savoir avec vous que vous me donniez la réponse, question sur un point, qui est celui qui a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1? Je vais vous donner un indice, c'était face à l'AS Cannes, et c'était en 1992. Quel escroc, Cédric. Michel Rio, j'en étais sûr que tu Bien avais joué. posé cette question. Michel Rio, est-ce que tu as le petit point bonus du combien de temps? 7 ou 8 secondes. C'est 8 secondes, effectivement. Tu gagnes donc le premier point de ce quiz. Félicitations, Cédric. Et effectivement, c'était Michel Rio avec le SM Reims, avec Reims à l'époque, face à Cannes, donc en 92, au bout de 8 petites secondes de jeu. C'est bien joué, Cédric. Je m'attendais pas à ce que tu répondes comme ça au tac au tac. Avec le ticket d'extra qui passe, ça fait toujours plaisir. On passe à la deuxième question. Deuxième question qui concerne directement cette fois-ci Leonardo Jardim, qui, on le rappelle, s'est donc incliné avec Monaco face à Lyon et qui possède un pourcentage de victoire très bas et très faible, plutôt avec Monaco, qui est de l'ordre de 33,3%. Donc c'est pas énorme. Mais je vais vous demander justement quel est son pourcentage le plus faible en excluant volontairement Monaco, hein, puisqu'il n'y a que 5 matchs, donc ça compte pas. Donc ce n'est pas Monaco, le pourcentage le plus faible de victoire avec son club pour Leonardo Jardim. Pardon. Je vous rappelle, 30 secondes. Aurélien, Joe, vous avez bien entendu le droit de participer. Cédric, 30. Cédric, 30%. Non, c'est un petit peu plus. Joe. 37. 37, c'est tout petit peu plus. Joe. Aurélien, 40. Aurélien, 40, non, Joe. Cédric, 38. Il y a Joe qui a dit d'abord. Attends, non, respect des règles, là. Bah, Joe, vas-y, donne-nous ta réponse. 38. 38%, effectivement, c'est exactement ça. Petite question subsidiaire, est-ce que vous seriez capable de me donner le club avec lequel il a eu ce pourcentage? C'est le truc en 2 mots, là. C'est Beramar. Allez, je vous coupe là-dessus. 2 points gagnés par Joe, effectivement, bravo. Normalement, c'était une question à 1 point, mais comme Cédric lui a grillé la priorité, je lui donne un point bonus, donc ça fait 2 points. Joe a 2 points, Cédric en a 1, et Aurélien a 0 points. Cédric en a 2. Il faut te réveiller, Aurélien. Cédric, il en a 1. Et le point bonus? Bah non, le point bonus, il va à Joe. Donc Joe en a 2. On va à la question intéressante. Celle-là, elle est sur 4 points. Attention, les amis, elle est sur 4 points. Actuellement, au classement des buteurs, Zlatan Ibrahimovic, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1, avec 5 buts, après 5 journées. Mais je voulais vous poser la question, alors, j'ai fait ça sur le site de la Ligue, et sur le site de la Ligue, on peut pas remonter avant la saison 95-96, donc je vais vous demander quel était le meilleur buteur à ce stade de la compétition, c'est-à-dire après 5, et combien de buts il avait mis. J'ai pas compris la question. Au bout de 5 journées, quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1? Cédric. Cédric 6 buts. Ah, Djibril Cissé, ça fait déjà 2 points, effectivement. Est-ce que tu sauras me dire le nombre exact de buts? J'ai dit 6. C'est pas 6, c'est un petit peu plus. Aurélien, 7. Aurélien, 7. Et effectivement, donc on va départager les points entre Cédric et Aurélien. Donc Aurélien gagne 2 points. Bien joué. Et Cédric gagne 2 points également. Il passe donc à 3. Pour information rapidement, c'était lors de la saison 2001-2002, à l'époque où il était encore avec la GFR. Il y avait un autre joueur qui était égalité avec lui, c'est Djibril, vous venez de le donner, c'est David Trezeguet. En 99-2000, sous le maillot de Monaco, qui lui aussi avait débuté la saison entre
Rome avec 7 buts en 5 matchs, ce qui est quand même pas mal. Petite question qui vaut 2 points et qui va plaire à Cédric. Spécialité Cédric. Donc là, les amis, hein, Aurélien et Joe, il va falloir lui griller la pièce. C'est sur Marco Verratti, comme je l'avais dit. Et la question elle est simple. Depuis son arrivée, combien de cartons jaunes comme rouges Marco Verratti a-t-il récupéré Cédric. depuis son arrivée au Paris Saint-Germain? Cédric? Je pense qu'il doit prendre une quinzaine de cartons jaunes par saison, donc je dirais 30 jaunes. Et pour les rouges, Olympiakos et Evian, donc 2. T'es pas loin. 30 jaunes, c'est pas loin. Et 2 cartons rouges, c'est moitié plus. C'est 2 fois plus. Donc, j'attends que vous me le dites. C'est Aurélien, 4 cartons rouges. 4 Mais, cartons rouges, effectivement. Il manque Tu me des les cartons citeras, rouges, par Aurélien. contre. J'allais Aurélien, dire, vas-y. et 40 cartons jaunes. C'est moins de 40 cartons jaunes, c'est plus de Joe. 30 cartons jaunes, effectivement 4 cartons rouges. Joe, 35 cartons jaunes. combien? 35 cartons jaunes. Tu as dit combien? 35 cartons jaunes. Eh ben non, c'est pas 35 cartons jaunes, je suis désolé. C'est pas 35 cartons jaunes. La bonne réponse était 31 cartons jaunes. Et donc 4 rouges pour Marco Verratti, effectivement. Alors 2 directs. Il a pris 2 rouges directs et il a pris 2 jaunes convertis en Attends, cartons mais rouges. il a pris les rouges contre qui? L'Olympiakos, Rennes, Evian et un 4e club qui m'est obscur. Carte rouge contre Rennes. Il avait pris un carton rouge contre Rennes, 2 cartons jaunes et ça faisait un rouge. Voilà, c'est la règle du foot, c'est vrai que je sais, c'est peu choquant, ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Non, mais ça me dit rien, mais vas-y. Mais c'est comme ça. Attention les amis, hein, parce que Cédric il est à 4 points, Joe tu es à 2 points, Aurélien tu es à 2 points, donc vous pouvez encore vous rattraper sur les 2 questions qui restent. L'avant-dernière question, pardon, elle est sur le Real Madrid. Effectivement. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, on l'a dit, ils ont fait un début relativement catastrophique et ils sont pas loin d'ailleurs de leur pire départ de leur histoire. C'était en quelle année? Est-ce que vous vous souvenez de quelle année c'était et combien de points ils avaient au compteur après le même nombre de matchs? Ah, je vous avais dit, hein, c'est pas un quiz facile. Hein. Aurélien, Aurélien, 95-96 avec 2 points. non, c'est plus tard. Tic, clac, tic, tac, tic, tac. Un Eh indice. ben tant pis. Un indice, très bien, c'est au tournant du siècle. Cédric. En 1950. 99-2000. 99-2000. 1950, Joe, pour le tournant du siècle. En 2000, c'est avec Del Bosque ou c'est juste après le Gallois? Eh ben c'est au niveau du Gallois. C'est à cause de ça justement que ça change, puisque c'est avec le Gallois dont j'ai perdu le nom hein, obscur. Il commence en 99-2000, au bout de 5 matchs, ils ont un petit point au compteur. Un seul point. Et donc il le dégage pour récupérer Del Bosque qui finira la saison en trombe, puisqu'on le rappelle, le Real finira 2e cette saison-là, juste derrière Villarreal, si je me souviens bien. Donc Cédric gagne le petit point qu'il faut, il est à 5 points maintenant. Attention, rien n'est fait, puisque la dernière question, exceptionnellement, je vais la mettre à 3 points. On rappelle, hein, Aurélien 2 points, Joe 2 points, Cédric 5 points. Donc celui qui gagne le point qui gagne les 3 points sur cette question, c'est une question en or, on va dire. Allez, celui qui trouve la bonne réponse gagne le droit de choisir un prochain débat. La question concerne Van Gaal et surtout Manchester United, puisque Van Gaal gagne après seulement 4 journées, mais ce n'est pas le pire démarrage de l'histoire de Manchester United. Quel était le pire démarrage de l'histoire de Manchester United? Allez, pour vous donner un indice, c'est avant la Seconde Mondiale. Aurélien, Joe. Aurélien d'abord. David Moyes. Non, en quelle saison? Pardon. Ah, pardon. 2013-2014. Non, puisque c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Ah, pardon. Joe, Ah tu bon, avais dit ton nom. Joe, mais en 44-45. Mais non, puisque En c'était qu'est-ce que je dis en avant la Seconde Guerre 38-39 mondiale. Non mais là c'est un bug, excusez-moi. J'ai vraiment voulu dire 38-39 et 40-40. Eh ben c'est pas bon quand même, 38-39. C'est avant. Aurélien, Aurélien, 30-31. 30-31, c'est après. C'est quoi ces questions à la con? Mais Ça c'est fait Aurélien, 30 secondes là. 3-Aurélien, 34.
33-34. Ah, dommage! C'était la saison juste après, parce qu'effectivement, comme Cédric l'a dit, on est arrivé aux 30 secondes. C'était en saison 1934-1935. Si vous voulez savoir, ils étaient alors en seconde division, allemande. Qu'est-ce que je raconte? Britannique, pardon. Et les Red Devils ne gagnent leur premier point après un match nul qu'à la 8e journée. Et qui était l'entraîneur? J'ai vu le nom, pardon, je l'ai oublié. C'était McManaman, un truc dans ce genre-là. Non, je suis très sérieux, c'était un truc dans ce genre-là. Il avait un nom d'écossais. En tout cas, voilà, ils ont gagné leur premier point après 8 matchs, c'est quand même énorme. Pour la petite anecdote, ils se maintiennent à la dernière journée avec une victoire 2-0 face à Millwall. La saison suivante aura été plus simple puisqu'ils se seront qualifiés entre guillemets pour la montée en première division après seulement 19 journées de jouer. Donc c'est quand même pas mal. Au final, on a Cédric, vainqueur du quiz avec 4 points devant Joe et Aurélien et à égalité avec 2 points. Donc Cédric, tu auras le droit de choisir un prochain débat. Et il en a 5, Cédric, des points. Tu l'arnaques, là. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, il a effectivement 5 points, de toute façon, qu'il gagne avec 4 ou 5 points, il gagne quand même. Donc, tu as le droit de choisir un débat pour un prochain Parlons Foot. S'il te plaît, pas de débat sur Yohan Cabaye. On l'a déjà fait. Donc, laisse tomber Yohan Cabaye. On passe à un autre joueur, si tu veux. Le carton rouge de Verratti à Rennes, j'aimerais bien, par contre. Alors, je vais me dédonner tout de suite, ce sont les stats de la Ligue. Je vais être très honnête, c'est la Ligue, hein. Donc s'ils se sont bourrés, putain, c'est pas mon problème. C'est la Ligue. J'ai joué qu'un souvenir, là. Je suis allé les chiffres sur le site de la Ligue, hein, donc c'est pas mon problème. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir écouté ce 6e épisode de la saison 1 de Parlons Foot. 1h30 de podcast de Parlons Foot, c'est quand même pas mal. Et donc on va remercier nos copains qui étaient avec nous, on va remercier Aurélien, salut Aurélien. Salut Thomas, salut Cédric, salut Joe et salut tout le monde. Merci à Joe également, merci à Joe. Écoute, merci encore à toi Thomas, salut Aurélien, salut Cédric. Bonne soirée les gars. Et merci à Cédruz, à Peter, à Steven, à Gorge Profond. Merci à tous. Merci à toi et à la prochaine fois. Et à la prochaine fois, bien entendu, n'oublie pas de me donner ton sujet de débat. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce Parlons Foot, on se dit à ciao. Robin is there! Iron Robin! A surely won it for Bayern Munich! C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Champion, on fait